Ça charrie, c'est les pros de NFL. Bonsoir et bienvenue. Première semaine de bye week en NFL, ce qui veut dire moins de matchs, ce qui veut dire moins de chances de te planter, puisque si tu es là, c'est que tu es un loser, que tu ne sais pas faire tes pronostics. Heureusement pour toi, nous avons réuni un panel d'experts. Moi, c'est Rico. Je suis comme toi un loser, c'est pour ça que je m'entoure d'experts qui viennent me donner des conseils personnels. Je les appelle le soir, la nuit, pour qu'ils m'aident. Vu que tu n'as pas leur numéro de téléphone, pour toi, tu vas sur prononfl.com et tu regardes tous leurs pronostics. Nos experts ce soir, Rémi, c'est notre expert international. Il est presque quadrilingue. Bonsoir Rémi. Bonsoir à tous. En français cette fois-ci. C'est mieux pour notre audience, je te remercie. Auteur de best-seller, fabricant de mugs, collecteur de champignons, Olivier Rival, notre couteau suisse du Sud. Salut, content de vous retrouver. C'est un peu le comment dire, parce qu'il faut faire travailler les seniors aussi. Voilà, nous on fait travailler toutes les générations sont parmi nous. FMB, bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, il vient de découvrir qu'on peut modifier son fond d'écran, donc c'est magique et merveilleux. Il est sur tous les supports médias et multimédia. Mais chez nous, c'est le seul où il n'est pas payé. Donc, merci d'être là, Greg. Tout à fait. Il faudra qu'on en parle d'ailleurs après l'émission. C'est bien de m'appeler la nuit, mais du coup, il faut qu'on parle de vrai sujet. Écoute, dès qu'on décroche le sponsoring Unibet, t'auras ton chécos, promis. Ah ouais, putain, j'ai le temps de crever, je te le dis. C'est pas faux. Voilà. Nous avons des beaux matchs pour vous ce soir. Minnesota, Miami, Kansas City, Buffalo, la Nouvelle-Orléans, Cincinnati, New England, Cleveland. Et pour commencer, match-up de la NFC Est, les Philadelphia Eagles contre les Dallas Cowboys. Miam, miam, miam. Olivier, je te laisse ouvrir sur le sujet. Alors écoute, je vais jouer un petit peu la surprise et je vais jouer les Cowboys, même si ça se joue à Philadelphie. Et que les Eagles sont invaincus pour le coup. Alors pourquoi ça ? Parce que je compte sur la défense des Cowboys. Alors les deux équipes ont un point en commun, c'est que elles sont très très fortes pour provoquer des turnovers. C'est les deux meilleures de la ligue pour l'instant. Leurs défenses sont très actives de ce côté-là. Dallas est deuxième en turnover. Philadelphie première en turnover. Dallas a aussi beaucoup d'agressivité, ils sont deuxième sur le nombre de sacs. Au total, ils sont la troisième défense du point de vue des points encaissés. Donc il y a vraiment un gros choc de ce côté-là. Je pense que ça va effectivement se jouer à pas grand-chose et ça va se jouer probablement sur le nombre de turnovers qu'il va y avoir dans un sens ou dans l'autre. Mais depuis que Cooper Rush est à la tête de l'attaque des Cowboys, on est passé sur comment dire quelque chose de très conservateur mais de relativement efficace, et ça a l'avantage de justement éviter les pertes de ballon. Pour l'instant, ils ont fait un seul fumble, une seule interception depuis le début de la saison du côté des Cowboys. Donc je vois pas trop Pittsburgh provoquer des turnovers, et c'est pour ça que je joue Dallas de quelques points, peut-être sur un pick 6, sur un safety, sur quelque chose dans ce style, dans un match qui va être de toute façon très très serré. C'est un match de division, ça va être très important pour la suite de la saison des deux équipes. Donc ça va vraiment se jouer à pas grand-chose. Et pour le coup, je vois bien la surprise, parce que clairement, Philadelphie doit être considéré comme le favori dans ce match. Merci Olivier. Yellow, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Bah écoute, si on savait pas exactement quel était le goût des champignons d'Olivier, je pense qu'on peut au moins dire qu'ils sont hallucinogènes, puisque je n'y suis pas allé avec Dallas sur ce match-là. Non, alors ce qu'il dit globalement, ça se tient, bien entendu. Je suis d'accord notamment sur les arguments qui pourraient faire pencher la balance en faveur des Texans. Après, mine de rien, c'est vrai qu'on a tendance à oublier, et pour apporter un peu d'eau à son moulin, pardon.
Il y a eu quelques petits pépins physiques sur la ligne offensive des Eagles. On a vu qu'ils avaient été mis en difficulté sur certaines séquences par la défense d'Arizona, qui est quand même pas transcendante non plus contre la passe sur le papier cette saison, c'est au moins qu'on puisse dire. Donc c'est sûr que là, face à une plus grosse force de frappe sur le pass rush, ça pourra être à surveiller. Après, je trouve que les Eagles, même si leur défense n'est pas suffisamment constante à mon goût, ça monte quand même doucement en puissance. On voit qu'il y a un pass rush qui était inexistant l'année dernière et qui est également là. Donc, il y a quand même moyen de mettre en difficulté également cette ligne offensive, de prévenir peut-être un petit peu plus le jeu au sol qui reste, j'allais dire l'arme unique, mais en tout cas l'arme prioritaire de cette attaque des Cowboys. Donc, sur le scénario accroché, je suis d'accord à 100%. Ça reste un match intra-division. Sur le fait que Dallas peut y croire jusqu'au bout, il va poser des problèmes aux Eagles. Je le pense également, mais je crois aussi que les Eagles vont être une équipe qui va... Philadelphie va être une équipe qui va rester invaincue pendant un petit moment en ce début de saison régulière. Et je vois Philadelphie s'imposer de peu à la maison. FMB, t'as suivi? Oui, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. La défense de Dallas, c'est vrai qu'elle est impressionnante, mais surtout que Micah Parsons, je trouve vraiment excellent. C'est vraiment une future star, à mon avis, de la défense. Est-ce qu'il sera un futur Lawrence Taylor? Peut-être. Mais pour l'instant, il a encore du boulot. La défense, ce qui m'inquiète un peu, c'est que la défense de Dallas a quand même encaissé 117 yards par match à la course. Donc là, il va falloir qu'il contrôle Hurts, qu'il le fasse, qu'il lui rende la vie impossible pour courir et le forcer à passer. Donc ça va être quand même difficile, même si la défense de Dallas est vraiment, je dirais, très bonne cette année. Côté offense, alors je ne sais pas si Dak revient, mais pour moi, Cooper Rush, il fait un meilleur boulot que lui. Ouais, ce sera Cooper Rush. Et donc ce sera un match serré, c'est sûr. C'est deux équipes qui font très peu de turnover, comme l'a dit Olivier. Donc, le premier qui va faire une hit ou un fumble recouvert, je pense qu'il aura le match gagné. Voilà. Mais bon, je vois quand même Philly chez eux, parce que j'imagine pas Dallas gagner à Philly. Ça va être la révolution. Les supporters, ils vont se jeter sur le terrain, ils vont tout balancer, ils vont tout casser encore. Comme de vulgaires fans des Bills, quoi. Voilà, ouais. C'est incroyable, quoi. Rémi? J'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est qu'effectivement, je pense qu'avec un Cooper Rush qui, je pense, a été annoncé au poste de starter cette semaine, au poste de quarterback, pardon. Ça va être compliqué. C'est vrai le système est beaucoup plus conservateur avec lui, mais j'ai justement l'impression que c'est ce qui va manquer, c'est qu'on risque de faire la course derrière. Les Eagles ont scoré et c'est à ce moment-là qu'il manquera peut-être la petite étincelle, la petite folie pour revenir dans le match. Donc voilà, je les vois malheureusement faire la course derrière des Eagles qui sont quand même très compliqués à stopper offensivement. Et donc victoire des Eagles, encore je crois 4-5 matchs plus qu'abordables avant d'affronter les Packers dans un mois. Mais un jour ils vont tomber. Ils tomberont. Mais quand... Oui, les Giants sont bons. Ils aiment bien les équipes invaincues. Merci Rémi, merci messieurs. Les Patriots contre les Browns. Écoute Rémi, je te laisse la main. Tant que j'ai les crachoirs, je vais le garder. C'est un match que je trouve vachement intéressant entre deux équipes au final qui se ressemblent pas mal. On a deux très grosses défenses, surtout au niveau de la passe, des défenses aériennes qui sont presque irréprochables. Là où la défense au sol est peut-être un peu moins efficace, des deux côtés d'ailleurs, mais je pense qu'elle est elle est un petit peu plus faible du côté de Cleveland. Et ce sera peut-être la clé du match pour moi. On a normalement un Bailey Zappi qui devrait avoir qui n'aura malheureusement pas sa deuxième chance de starter un match, et ce sera Mac Jones qui devrait récupérer sa place. Je pense pas que ça changera grand-chose dans le
dans le playbook des Patriots qui vont insister sur le jeu au sol. On a Harris qui est incertain, qui s'est blessé la semaine dernière, mais on a Ramondre Stevenson qui a été absolument exceptionnel et qui risque de faire très très mal à cette défense de Cleveland. Et en face, du côté de Cleveland, c'est vrai qu'on a Jacoby Brissett qui retrouve ses anciennes couleurs. Ce serait bien qu'il retrouve des couleurs tout court, je pense, parce que c'est vrai que c'est pas terrible au niveau de la passe. Et au niveau aérien, là où un Nick Chubb fera d'office très très mal à la défense des Patriots, mais je pense que ça va se jouer au niveau des turnovers. On a le duo de defensive back, les Jones, qui risquent encore d'aller choper une ou l'autre interception, qui pour moi devrait faire le match, parce que je pense que le running game des deux équipes devrait prendre le dessus. Il arrivera un moment, il faudra passer à la passe justement, et c'est là que je vois les Browns craquer. Merci beaucoup, FMB. Oui, alors, Rémi a bien analysé les choses. On a affaire à deux équipes qui courent beaucoup, qui ont un temps de possession de jeu assez important. Cleveland est quasiment premier de la ligue en temps de possession. New England, c'est 11e, ce qui est pas mal. Côté New England, ce qui cloche, c'est que ils sont la troisième QB, un peu comme les Fins, donc c'est sûr qu'ils vont continuer à courir. Mais quand on voit les pourcentages de réussite en red zone, c'est quand même très très faible côté New England, donc ils sont à 40%. Cleveland est à 60%. Je pense que la clé du match, ça va être si Brissett arrive à bien passer, à pas faire de hint, et ils sont quand même dans la grosse niche, donc ils jouent chez eux. Donc les Browns, à mon avis, devraient gagner d'un TD ou voire de 10 points d'avance. C'est quoi int? Il va te le dire toutes les semaines. Toutes les semaines. Appelle ta grand-mère, elle le sait, parce que Olivier. Ma grand-mère, elle a joué aux Patriots, non? Ma mère, elle a fondé les Patriots. Ma grand-mère, elle a fondé les Patriots. Olivier, c'est à toi. Écoute, moi je joue Cleveland. Alors effectivement, je pense que tout a déjà été plus ou moins dit là, avec deux grosses attaques au sol, deux bonnes défenses. Je joue Cleveland parce que c'est à la maison. Je joue aussi parce que le vent devrait à un moment tourner. Cleveland a perdu tous ses matchs de quelques points. Je crois qu'ils en sont à je crois 7 points ou 8 points de différence en 3 défaites ou quelque chose comme ça. Donc à un moment, je me dis le vent va peut-être un peu tourner pour les Browns qui n'ont pas eu de bol sur ces fins de match. Et puis à la maison. Après, il faut toujours se méfier des Patriots, évidemment, mais cette année, c'est quand même pas une énorme équipe des Patriots qui en est rendue à son 3e QB. Donc, je joue les Browns, mais ça va être un match avec très peu de points, je pense, et qui va se jouer à pas grand-chose. Yellow, pardon, excuse-moi. Comment il s'appelle ce con déjà? Attends. Oh là là. Changez de commentateur. Non, pareil, je vais pas répéter énormément de ce qui a été dit. Oui, en effet, Cleveland peut faire en sorte que les choses tournent du bon côté. C'est vrai que cette équipe des Pats, elle est jamais bonne à prendre. Il y a une défense qui est capable de créer des turnovers. Il y a un jeu au sol qui est capable de poser des problèmes à une équipe des Browns qu'on a énormément, qui a énormément de difficultés, en tout cas sur le run-stop. Ça s'est vu avec un Austin Eckler phénoménal, alors qu'il avançait pas depuis le début de la saison le week-end dernier. Maintenant, je me dis, voilà, la prestation face à Détroit peut peut-être paraître un petit peu boursouflée. Il y a un match tout à sourire pour les Pats, mais on a vu d'autres sorties depuis le début de la saison qui sont pas tout à fait rassurantes. Donc, c'est sûr que il y a une progression malgré tout, et je pense que c'est clairement pas un match gagné d'avance. Surtout quand on voit les petites bévues qui est capable de faire Jacoby Brissett sur des moments un peu clés. Et je pense que Bill Belichick est capable de mettre en place une défense à même de perturber son ancien quarterback. Voilà. Maintenant, va quand même falloir réussir à bouger cette ligne offensive et notamment ce jeu au sol, un des tout meilleurs de la ligue, si ce n'est le meilleur comptablement. Je ne sais pas s'ils sont pas classés numéro 1 en termes de yards à la course depuis le début de la saison. Ils ont meilleur coureur, c'est sûr, avec Nick Chubb à l'heure actuelle. Donc voilà. Donc ce sera un challenge, et en effet, voilà, pour reprendre ce qui a été dit, je pense que je vois pas Cleveland perdre un 3e match de suite à la maison, enfin pas de suite, mais en tout cas un 3e match dans des circonstances voilà, sur la fin comme ça. Ça reste une équipe
qui peut y croire, je pense, malgré tout, pour au moins figurer dans l'optique des playoffs, même si c'est assez inconstant ce qu'on voit. Donc, j'y vais sur une victoire de Cleveland. Merci beaucoup. Yellow, troisième match pour ce soir. Les New Orleans Saints contre les Cincinnati Bengals. Yellow, dis-moi ce que tu en penses. En tout cas, tu as un très bel accent, Rico. Est-ce que tu peux me le refaire, s'il te plaît? Alors, en fait, Yellow, c'est le contraire. C'est que je n'ai pas d'accent. C'était ça, alors. New Orleans Saints and Cincinnati Bengals. Mais les auditeurs doivent savoir, hein, tu n'as jamais mis un pied aux États-Unis aussi, tu as une excuse. Donc, le Saints Bengals, oui, bah écoute, match un peu d'équipe revancharde. Si je peux parler ainsi, on a une équipe de New Orleans qui s'est relancée le week-end dernier face à Seattle. J'ai presque envie de dire encore heureux, parce que quand on voit le nombre de points qu'ils ont quand même encaissés face aux Seahawks et à Geno Smith, tout n'est pas rassurant à l'heure actuelle. En face, on a une équipe des Bengals qui se rassure un peu plus au niveau de sa O-line. Maintenant, malheureusement, voilà, il y a des moments un petit peu clutch qui ont du mal à être bonifiés. Maintenant, on voit malgré tout qu'il y a une équipe qui reprend du poil de la bête. Et je pense que, mine de rien, vu l'état de forme actuel des Saints, même si Alvin Kamara est de retour, même si, en effet, Taysom Hill a démontré qu'il était capable éventuellement de prendre à défaut n'importe quelle défense de par ses aptitudes athlétiques, je trouve que les Bengals me paraissent un peu plus complets, un peu plus à même notamment de gagner la bataille des tranchées où les Saints, assez étonnamment d'ailleurs, alors peut-être pas sur la O-line parce qu'on a la blessure par exemple d'un Trevor Penning ou quelques absents notables, mais vraiment défensivement pour l'instant je trouve que les Saints sont encore un peu légers. Et ça peut faire les affaires des Bengals quand on voit encore une fois que Geno Smith a réussi à ouvrir verticalement la défense des Saints. J'ai très très peur au moment de voir Joe Burrow et Ja'Marr Chase retrouver les terres de la Louisiane. Donc j'y vais avec une victoire des Bengals du côté du Superdome. Merci, Yellow. Olivier, tu es d'accord? Écoute, effectivement, c'est un match qui m'intéresse beaucoup parce que, comme l'a dit Yellow, il y a notamment le retour des Louisianais sur leur terre à Nouvelle-Orléans. C'est un match qui peut être relativement spectaculaire avec deux équipes qui jouent mieux qu'en début de saison, même si les Saints ont eu quelques moments assez bons. Notamment, je me souviens de la première mi-temps contre Tampa où ils avaient vraiment frustré Brady. Donc, il y a un vrai potentiel aux Saints et je suis assez content qu'ils aient un petit peu plus donné de temps de jeu à Taysom Hill qui a fait un match assez extraordinaire contre Seattle. Le retour de Kamara fait aussi beaucoup. Donc j'aimerais bien voir les Saints continuer un petit peu là-dedans avec un Dalton qui assure aussi en ce moment pas trop mal. Donc à la maison, pourquoi pas une victoire, même si les Bengals sont effectivement une équipe solide qui commence à aller un petit peu mieux, mais je suis pas encore totalement confiant, notamment sur la ligne offensive qui a quand même encaissé beaucoup de sacs depuis le début de la saison. Donc je pense à un match plutôt spectaculaire qui va peut-être se jouer par une petite action de folie en toute fin de match, quelque chose comme ça. Je joue les Saints, mais c'est un match qui est en tout cas à voir à mon avis. Merci, Olivier. Rémi, bien vu. Écoute, ouais, match très très sympa. C'est un des matchs que j'ai envie de suivre cette semaine. Je pense qu'on l'a dit sur deux équipes qui sont en besoin crucial de victoire. Mais je donne mon avantage aux Bengals. Pourquoi? Parce que j'étais fortement déçu par la défense des Saints la dernière semaine, là où je les avais trouvés plutôt efficaces en ce début de saison. S'ils restent sur cette logique-là, ça risque d'être très compliqué pour arrêter la force offensive des Bengals. C'est vrai qu'on récupère Kamara et que ça va tourner un petit peu mieux offensivement. C'était le cas la semaine dernière aussi, il faut le souligner. Mais les Bengals retrouvent de belles couleurs depuis 2-3 semaines et j'aurais tendance à dire qu'ils vont rester sur cette vague-là et réussir à sortir vainqueur de ce duel qui va quand même être très intéressant et qui devrait se jouer, à mon avis, effectivement, dans les dernières minutes. Merci beaucoup, Rémi. FMB? Alors, oui, effectivement, c'est un match qui, pour moi, est très indécis. Mais je vais mettre les Saints.
Alors, c'est vrai que moi, je suis un peu quand même déçu des Bengals. Je m'attendais que Zach Taylor allait vraiment pondre une offense euh, super, on va dire, très, très agressive et un peu dans le même sens que élever Justin Herbert à la passe. Il a fait que c'est la même chose avec Joe Burrow. Mais on voit que je suis un peu déçu. Par contre, côté Cincinnati, ce qui m'impressionne, c'est la défense qui est quand même, mine de rien, ils sont classés 8e en points encaissés. Donc, c'est pas mal, 17,8 points par match. Et en rush, ils encaissent à peu près 99,6 yards par match. Donc, c'est une défense, on va dire, très honorable. Face aux Saints, qui est un peu, comme on l'a dit, un peu branque-ballante, ça reste dans ma tête un match très, très indécis pour moi. Mais je pense que ce serait de jouer au coaching parce que Allen a quand même retrouvé un peu ses moyens en utilisant Hill, comme Olivier l'a dit. Si Camara est de retour aussi. Donc voilà, je bascule légèrement pour les Saints quand même. Merci beaucoup, FMB. Passons à la suite. Avant-dernier match pour ce soir. Les Chiefs contre les Bills. Il y en a qui se plaignaient qu'il n'y avait pas de bon match. C'est un bon match contre les Bills. Hein? C'est le match de la semaine. Eh ben, FMB, je te laisse nous en parler. C'est le match de la semaine. C'est le clash, quoi. Ça, c'est vraiment le match à regarder, avec peut-être Dallas-Philly aussi. Et bien sûr, Miami-Minnesota. Attends, tu veux dire qu'on parle de tous les bons matchs ce soir? Ouais, pour une fois. Putain. On sait que Rico a été très belle sélection. soudoyé par le fan club d'Arizona. On en a parlé pendant 3 semaines. Donc, je suppose qu'ils t'ont pas livré en sauce pimentée, c'est ça? Attends, alors il y a pire que ça. Je me suis rendu compte, tu sais qu'on a des petits visuels qui illustrent quelle équipe vous choisissez. Et ben l'autre jour, je me suis rendu compte qu'il y avait ça fait 2-3 ans qu'on fait ça. Il y a une équipe dont j'ai jamais chargé le visuel. C'est-à-dire qu'il y a une équipe dont on n'a jamais parlé, pas une fois. On a fait son match. C'est pas possible. Ce serait qui Je peux dire que c'est Arizona. Mais non, pour le coup, non, ni les Panthers. Seattle? Non, Seattle, on en a parlé. Mais voilà, j'ai trouvé un ça quiz. Voilà, écoute, on verra bien. Le quiz de la semaine. Alors, nos chers auditeurs, si vous trouvez l'équipe dont on n'a pas parlé, et quand j'ai voulu charger une sauce piquante de Rico. Voilà, quand j'ai voulu charger le logo, je me suis rendu compte qu'il n'était pas dans mon dossier à logo. C'est-à-dire que je n'avais pas eu à le chercher encore. Et finalement, on n'a pas parlé du match en question. Donc voilà. Tu veux dire les mousquetaires? Non, les mousquetaires, on en parle tous les soirs. Bon, allez, soyons sérieux. Le clash de la semaine. Attends, mais pourquoi est-ce qu'on doit être sérieux déjà? Je sais pas. C'est une émission sérieuse, tu m'as dit. Arrête de faire l'andouille. Je t'ai menti. Chiefs contre les Bills. C'est le clash de la semaine. On a quand même affaire à 2 grosses cylindrées. Kansas c'est premier et Buffalo deuxième, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont caissé le même nombre de sacs. Donc, on a affaire à 8 chacun. C'est 2 grosses O-line quand même qui sont assez solides. Et côté défense, c'est là où on s'aperçoit que Kansas est moins bien logé. Ils sont 24e en yards encaissés à la passe. Ils sont un peu moins au sol. Ils sont meilleurs. Mais la clé du match, ça va être encore, là je le dis bien, les interceptions. Si les Bills arrivent à intercepter Mahomes, je pense que c'est là. Mais j'ai des doutes quand même dans la partie coaching de Buffalo. McDermott, je trouve des fois pas très, très logique dans ses choix. Et j'ai bien peur qu'on refasse un remake encore de l'année dernière où ça va se gagner à pile ou face. Un field goal, à mon avis, ça va jouer un field goal. Et plus côté Kansas City pour moi.
Voilà, j'ouvre les débats, allez-y, tapez-vous dessus. Bagarre à droite, bagarre à gauche. Non, même pas. Bon, Olivier alors. Alors écoute, je vais évidemment jouer les Bills parce que c'est quand même mon équipe. C'est le match que tout le monde attend. Ça promet de manière assez dingue après le match de folie des playoffs l'année dernière. Il faut pas non plus oublier que les Bills avaient aussi joué en saison régulière à Kansas City et qu'ils avaient gagné le match. Donc c'est pas non plus une tâche impossible pour les Bills. Ce qui me fait pencher du côté des Bills, c'est que je pense que Kansas City est un tout petit peu en degré un tout petit peu en dessous de l'année dernière, parce que notamment l'absence de Hill fait qu'ils sont un petit peu plus prévisibles qu'ils ne l'étaient passé. Et puis les Bills auront l'avantage aussi d'avoir pas mal de retours du côté de l'infirmerie, qui a été un gros problème des Bills depuis le début de la saison. Il y aura notamment le retour de Oliver en ligne défensive. Il y aura aussi le retour de Poirier du côté du cornerback, qui est aussi une machine à intercepter. Je le vois bien faire une petite interception de Mahomes en fin de match qui pourrait faire la différence, comme il avait réussi à le faire contre Lamar Jackson à Baltimore. Donc voilà, ça va être évidemment un match très très spectaculaire, mais je joue les Bills qui me paraissent un tout petit peu au-dessus cette année dans cette course à l'équipe la plus explosive de l'américaine. Merci Olivier. Rémi, un avis? Ouais, ben je rejoins Olivier pour le coup. Je pense vraiment que cette équipe des Bills est de plus en plus convaincante. La semaine dernière, ils m'ont une nouvelle fois impressionné, même si c'est vrai que l'opposition était relativement limitée. Là où j'ai quelques questions au niveau des Chiefs, c'est vrai qu'ils ont souffert face aux Raiders qui ne réalisent pas une grande saison. Et il y a cette défaite du côté des Colts où on s'interroge toujours un petit peu de comment ça a pu arriver. J'ai l'impression que défensivement, il y a quelques manquements, là où du côté des Bills, on est capable de forcer un turnover ou l'autre. Et donc voilà, je donne mon avantage aux Bills, malgré le fait que ce soit en déplacement. C'est vrai que ça, c'est ce qui m'a un petit peu fait hésiter. On sait toujours que du côté de Arrowhead, c'est la grosse ambiance. Mais ça risque d'être un super match. Je pense qu'il n'est à ne manquer sous aucun prétexte. Et donc voilà. Festival offensif, mais effectivement, ça pourrait se jouer au turnover et je donne mon petit avantage aux Bills sur une éventuelle interception. Guilo? Bah écoute, je suis assez partagé malgré tout sur ce match-là parce que Buffalo a quand même démontré que sur leur seule défaite de la saison, c'était face à une équipe qui était capable d'être hyper dangereuse dans le domaine aérien. Et même si on l'a dit, en effet, le backfield défensif n'a pas été épargné depuis le début de la saison. Voilà, on voit que quand il y a de la grosse force de frappe en face et notamment, enfin, je ne vais pas comparer Tagovailoa et Mahomes, mais en l'occurrence, voilà, en face, pour le coup, il y aura un quarterback capable de vraiment frapper, même s'il ne sera pas dans de l'ultra verticalité comme on avait vu à Miami, mais plus sur du jeu intermédiaire. Maintenant, c'est vrai que je rejoins un petit peu ce qui a été dit sur Buffalo. Je suis assez confiant dans cette optique-là, de par les retours. Il me semble que Tre'Davious White revient. J'ai vu passer son nom également il y a quelques heures. Je ne suis pas sûr qu'il est sur le retour. Alors, on attend avec impatience. Oui, il a repris l'entraînement. Après, il a repris l'entraînement, ce qui est une première parce qu'il n'avait pas pris l'entraînement en début de saison. Donc voilà, son retour est imminent. S'il est là à Kansas City, ça pourrait être en plus un gros apport, c'est clair. Oui, vas-y, Rémi. J'ai cru comprendre qu'il ne jouerait pas, qu'il était de retour à l'entraînement, mais qu'il ne serait pas activé pour le match. Oui, c'est peut-être un peu short en effet. Mais voilà, pour finir sur ce que je disais, la défense des Chiefs, on voit, est assez efficace contre le run-stop depuis le début de la saison. Contre la passe, ça a l'air d'être un petit peu la fête à la saucisse. Donc je pense que face à cette équipe de Buffalo qui est capable de, elle aussi, être hyper agressive dans les airs et qui ne s'est pas gênée pour le démontrer face à une grosse défense sur le papier comme Pittsburgh, même s'il manquait le principal pass rusher en face, mais ça explique pas les 35 points d'écart. Je vois vraiment Buffalo avoir un peu plus d'arguments et voilà, je pense qu'il y a encore dans les têtes justement ces deux défaites de suite en play-off du côté de Kansas City, et je pense que du côté de Buffalo, on a la ferme intention, en ayant déjà gagné à Baltimore en plus, de se dire s'il doit de nouveau y avoir un match face à Kansas City, autant que ce soit du côté, autant que ce soit chez nous.
Donc voilà, je les vois avoir ce surplus de motivation conjugué éventuellement aux forces et aux failles des deux côtés du ballon. Merci beaucoup, Yellow. Messieurs, je vais vous demander, cette semaine, coup de cœur, coup de gueule, est-ce que quelqu'un a quelque chose Rien pour moi. Moi, FMB? j'ai un coup de gueule un peu là. Les vieux, ça a toujours un Ouais, truc à râler, de toute façon. Ouais. Non, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi on a changé la règle sur la passe interférence en NFL. Quand je vois les gains maintenant qu'on obtient des 50 yards parce que on balance loin et puis le DB fait des chamailleries au receveur. Non, il faudrait le caper comme en college et revenir à 15 yards maximum sur une passe interférence. Voilà, c'est mon petit coup de gueule. Je trouve qu'il y a trop de gains là, sur des passes interférences. Olivier, Greg? Non, globalement, ça va. Je ne suis que jovialité ce soir. Bon, moi, pas un coup de gueule, mais une petite prière. Ouais, si les refs pouvaient arrêter de prendre à 10, ça serait Comment? sympa. Oui, Qu'est-ce que t'as dit, Olivier? Si les refs pouvaient arrêter de protéger Brad. parce que là, le sac, soi-disant, refine de passeur, alors que c'était un sac propre et quasiment d'école. Et franchement, là, Je crois qu'Olivier n'a pas compris que j'étais que jovialité ce soir. Hein. En fait, techniquement, comment dire, la faute, c'est touching the goat. ouais, C'est ça. c'est ça. Ouais. Voilà, c'est un touching the goat. Sinon, ça flag. Hop, Voilà, ça c'est y est. automatique. Tu vois. Et en interne, si tu le regardes de travers, c'est pareil. Ah, c'est blasphématoire. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que Gisèle a arrêté, parce qu'elle a dit, moi, je ne toucherai plus le goat. Voilà. Ah, ça, c'est sûr. Ok. Vous prenez des tags dans la chambre à coucher, c'était moyen. Voilà. Fini les sacs. Pardon. Ah, bon. Elle marche plus en anglais, celle-là. Dernier match, et après, on va se quitter pour aller travailler pour certains, apparemment. Ouais. Je vous paye vraiment pas assez. Hein. Vous êtes obligé d'avoir un second travail derrière. Ouais. Les Minnesota Vikings contre les Miami Dolphins. Rémi, un petit mot à dire? Bah oui, ça ne va pas faire plaisir à FMB, mais je vois les Vikings supérieurs dans ce duel. Je crois que je vais pas m'épancher sur le truc, mais offensivement, du côté des Dolphins, ça va commencer à être compliqué. C'est vrai que Skylar Thompson est capable de montrer de belles choses, mais ça reste très jeune, ça manque d'expérience, on peut pas lui reprocher, je pense, de toute façon. Il peut quand même aller chercher des stats sympas, mais en face, on a une défense qui peut être vachement dérangeante. Et là où, du côté des Vikings, ça peut tourner plutôt bien offensivement, on a quand même de chouettes cibles. Justin Jefferson, s'il choisit ce match-là, il peut faire très très mal. C'est vrai que c'est un peu tout ou rien cette saison, mais quand c'est tout, ça fait extrêmement mal aux défenses adverses. Pour ces raisons-là, je vois tout simplement les Vikings émerger relativement facilement. Et malheureusement, les Dolphins assez limités dans leur capacité de réponse, en particulier offensivement. Merci. Rémi. Greg? Bah écoute, je salue le panache et l'efficacité de la stratégie des Dolphins depuis le début de la saison. On n'a pas de jeu au sol, on se dit bah c'est pas grave, vous inquiétez pas, de toute façon on va vous en mettre plein la vue avec notre quarterback. On va même pas le protéger dès qu'il prend une commo, bah voilà. On commence avec 3-0 et je pense qu'on n'est pas loin d'arriver à une fiche de 3-3 sur ce match-là, parce que même si Minnesota n'est pas rassurant du tout depuis le début de la saison, paradoxalement, ils sont presque plus à l'aise en déplacement qu'à domicile. C'est assez bizarre, bon, même s'ils ont perdu à Philly. Je pense que Miami aura quand même une chance, mais uniquement si la défense se met au diapason. Maintenant, on voit que malgré les playmakers qu'il peut y avoir dans ce secteur-là, contre la passe, c'est pas fabuleux depuis le début de l'année. Donc pour rejoindre un petit peu ce que disait Rémi, je pense que Minnesota a quand même cette capacité de pouvoir accélérer dans les airs. Et voilà, sans que ce soit un match à 2-3 touchdowns d'écart, loin de là, je pense que ce sera un match accroché malgré tout. Mais je vois quand même Minnesota réussir à s'imposer face à l'ogre Skylar Thompson.
Bon, c'est important d'avoir quand même d'entendre le discours des minorités et des personnes âgées. FMB, peut-être? Non, mais je crois qu'il y a un complot anti-Dolphin ce soir. Là. Ouais, c'est Stéphane Ross qui l'organise. C'est, Ça s'appelle la logique et le bon sens, ce complot. non, il va falloir couper la fibre avec la Belgique parce que c'est pas possible. Franchement, là, non. Mais soyons sérieux. Attends, c'est le match de la semaine. On aura tout le porno si on coupe la J'ai fibre. déjà dit. Non, mais bon, je pense que je rejoins assez mes collègues, mais, malgré que je sois quand même un fan des Dolphins. Je pense que Skylar Thompson, pour moi, c'est un bon QB, assez intelligent. Alors, malheureusement, la semaine dernière, il n'était pas prêt, ça se voyait. Mais je pense que si Bridgewater était resté, il n'aurait pas fait mieux. Franchement. D'ailleurs, j'avais, pour un peu titiller le fan club des Dolphins en France, j'avais dit qu'il fallait mettre Skylar Thompson avant Bridgewater afin de le préparer. Et si McDaniels m'avait écouté, il n'en serait pas là. Donc, non, en fait, Skylar Thompson, j'espère que. Alors, c'est là où je suis un peu déçu par McDaniels, c'est qu'il aurait pu un peu prévoir ça, parce que, en fait, les grands coachs, ils ont tendance à préparer, en fait, l'imprévisible. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Le jeu au sol, c'est vrai qu'il n'est pas là où il devrait être, puisque c'est normalement la fondation de son système. Bon, il y a des jeux qui sont de temps en temps assez flamboyants, et puis des fois, il n'y a plus rien. Donc, ce qui était inquiétant face aux Jets, c'est à un moment donné, il y avait vraiment l'attaque aux abonnés absents. Et la défense aussi. Donc, le seul moyen que Miami puisse gagner, comme l'a dit Greg, c'est la défense. Si la défense revient à un niveau qu'elle est capable d'être comme l'année dernière, ils pourront stopper les Vikings. Voilà, mais bon. Des deux côtés, en fait, on voit que les turnovers sont à peu près les mêmes. Donc, je pense qu'encore une fois, ça va être la clé, ça va être les turnovers sur ce match. Oh, sinon, pour gagner, il y a une météorite aussi, ça peut aider, non? Tu n'appellerais pas Poutine, non Olivier Rival, tu le ramènes sur Terre, s'il te plaît, qu'on puisse rentrer chez nous? Écoute, j'ai une question pour FMB. Qui est le backup de Skyler? Parce que Bridgewater. s'il y a commotion, vous faites comment là? C'est Bridgewater. Voilà. Bon, écoute, non, mais pour le coup, voilà, j'ai quand même un peu l'impression que les Dolphins, ils ont tout donné dans le match contre Buffalo, et que depuis là, c'est fini, quoi. Donc, alors, ce qui est étonnant, alors, en dépit des plaisanteries sur vos QB qui devraient avoir un sticker fragile dessus, ce qui m'étonne le plus, c'est votre défense, parce que prendre 5 TD à la course contre l'attaque des Jets, j'en suis toujours pas revenu, et surtout que vous avez une défense qui peut être relativement efficace, qui dans la red zone avait été très très bonne contre Buffalo justement, mais là je sais pas du tout ce qui se passe dans votre défense depuis 2 matchs. Et en dehors de vos problèmes de QB, c'est clairement quelque chose qui est un petit peu cassé dans cette équipe. Donc, il va falloir réagir vite, parce que contre Jefferson notamment, ça risque d'être compliqué. Donc, c'est pour ça que moi, je vois quand même les Vikings, même si effectivement, je suis assez d'accord avec FMB. Notre ami Skylar a peut-être un vrai avenir dans cette ligue. Donc, on va quand même le garder un œil dessus. Bon, ben voilà. Écoute, désolé FMB. Hein, bon. Ouais, non, mais c'est un complot, c'est tout. Voilà. Messieurs, est-ce que vous avez un mot à rajouter sur cette semaine de football, la première bye week? Vivement ce Chiefs Bills, tout simplement. Ok, bon, bah écoute, c'est déjà ça. Ouais. Messieurs, merci beaucoup. Passez une très bonne semaine NFL. Et je vous rappelle que dans 2 semaines, je ferai cette émission en direct des États-Unis. Voilà. Bon, d'un État où il n'y a pas une équipe de foot américain, mais
Voilà, c'est pas grave. Messieurs, bonne soirée et à la semaine prochaine. Salut à tous. Salut à tous.